Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Depuis 30 ans, Thierry Arnaud partage son amour pour la musique dans sa boutique installée dans le centre-ville de Draguignan, Cosmic Trip. Sa passion pour les vinyles a connu l'âge d'or des galettes, son déclin et depuis peu, sa renaissance et son retour en grâce. Dans cet entretien, Thierry Arnaud, véritable passeur de mémoire musicale, revient sur ce qu'est le métier de disquaire aujourd'hui et comment quelques irréductibles comme lui et ses clients portent fièrement les couleurs de l'analogique contre le tout numérique. Thierry Arnaud, pouvez-vous nous dire où nous nous trouvons et quelle est l'histoire de ce lieu ? Alors, où on se trouve à Draguignan, à la rue de l'Observance, dans le centre ancien de Draguignan. Alors, l'histoire de ce lieu, ça fait 30 ans que j'ai la boutique ici. Enfin, 27 ans ici, puisque j'ai commencé un peu plus bas dans la rue, mais enfin, Cosmic Trip a 30 ans, et dans cette première boutique, et 25 ans avec les deux grandes boutiques. Donc, ça fait une histoire assez longue, quoi. Voilà, surtout dans le quartier, où les commerces en général ne restent pas forcément, malheureusement. Enfin, dans le quartier, comme souvent dans les centres-villes comme ça, des villes moyennes, c'est pas évident de rester 30 ans en faisant en plus dans un domaine qui est quand même assez pointu. Qu'est-ce qui vous a conduit à ouvrir une boutique consacrée au vinyle ? En gros, c'est la passion. Hein, voilà, moi déjà, moi je me suis passionné comme en général dans ces cas-là, à l'adolescence pour le disque, pour la musique et le disque. Bon, j'ai joué dans un groupe, j'ai fait un peu de tout, de la radio, j'ai écrit, même si j'écris toujours d'ailleurs. Donc dès le début des années 80, déjà j'avais l'intention d'ouvrir un magasin, mais bon, entre-temps il faut bien manger, donc j'ai été embauché à plein d'endroits, mais notamment j'ai été fonctionnaire, donc j'étais fonctionnaire, et au début des années 90, la passion a été débordante, donc j'ai décidé de sauter le pas. Voilà, donc j'ai démissionné et en 92, j'ai ouvert ma boutique. Mais enfin, le moteur, c'est la passion. De toute façon, c'est un métier qu'on ne fait pas sans passion, quoi. Vous souvenez-vous du premier vinyle que vous avez acheté et du premier vinyle que vous avez vendu ? Le premier vinyle vendu à la boutique, je sais très bien qui c'était. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui est mort jeune. Et je me rappellerai toujours, d'ailleurs, je l'ai souvent répété à l'époque quand je la voyais, sa fille. Je veux dire, il m'a acheté, c'était un disque de jazz. Il m'a acheté le disque et il m'a dit tu te souviendras toute ta vie que je suis le premier à t'avoir acheté un disque à la boutique. Donc effectivement, c'est resté. Alors attention, c'est pas moi je faisais avant les marchés aussi, je me suis pas voilà. Mais à la boutique, voilà, c'est symbolique. Le premier disque vendu à la boutique, c'est un disque de jazz et je me rappelle effectivement. Je me rappelle pas effectivement le titre, le nom, mais enfin c'était un disque de jazz. Je me rappelle la personne. Alors le premier disque acheté, là c'est très, très très difficile parce que j'ai commencé à acheter pour revendre, entre guillemets, à la fin des années 80. Bon, ça devait être un lot. Voilà. Après, j'ai mis aussi, même si j'en ai pas mis beaucoup, j'ai mis quand même des disques à moi de ma collection. Bon, que je voulais plus. Hein. J'en ai mis très peu, mais tout de même, j'ai mis quelques disques de ma collection au tout début. Alors, le premier disque réellement acheté avec mes sous, ça devait être, je pense, le Machinette de Deep Purple. Voilà. Ou alors, si on remonte avant, alors en général, quand on est gamin, on les offre, c'est les parents mais je pense que j'ai dû acheter, voilà, avec mes sous, je pense que j'ai dû m'acheter les premiers 45 tours des Rubets. Alors là, encore plus loin. Quel a été votre premier coup de foudre musical ? Alors, disons que le coup de foudre principal, c'est Elvis. C'est-à-dire, j'ai découvert Elvis, j'avais 15 ans, alors ça correspond à sa mort, parce que c'est là qu'on en a parlé, donc moi, j'écoutais Johnny, enfin voilà, j'étais pas encore dans le rock, voilà. Et c'est vraiment lui qui m'a, d'ailleurs, on m'a offert la compilation qui était sortie à l'époque, en 77, et c'est vrai que la première fois que j'ai écouté Heartbreak Hotel, pour moi, ça a été une révélation. Voilà, la révélation, elle vient d'Elvis. Mais après, si le Machinelle de Deep Purple, par exemple, pour moi, c'est un album que j'ai le plus écouté dans ma vie. Mais la révélation, vraiment, c'est Elvis et Heartbreak Hotel. C'est là où j'ai basculé, c'est-à-dire de la musique que j'écoutais. J'ai toujours beaucoup écouté de musique. Jeune, je me rappelle, j'imitais Johnny Hallyday. Voilà, les Rubens, mais plein. J'avais des 45 tours. Mais par contre, le passage à la passion au rock'n'roll, je veux dire, qui m'a mis... c'est vraiment Elvis, Heartbreak Hotel et Elvis. Voilà. Comment vos goûts musicaux ont-ils évolué en devenant un professionnel du disque vinyle ? Ça, c'est très lié, parce que déjà, on ne peut faire ce métier que si
on aime, on a les oreilles grandes ouvertes et on est curieux, on a la curiosité. On ne peut pas faire ce métier si vraiment on aime, même si on aime à fond que Nirvana, je le vois en face, je veux dire, on ne peut pas, ou qu'un style, il faut être hyper curieux et écouter de tout. J'écoute de tout, même si après j'ai mes goûts. Mais c'est vrai que à l'adolescence, on est un peu coincé, quoi. C'est vrai qu'au départ, on écoute. Mais moi, dès le départ, quand même très jeune, je me rappelle quand j'étais revenu, je jouais dans un groupe où on jouait plus ou moins du rock français, tendance un peu hard, c'est-à-dire entre Téléphone, Trust, puisque c'est la mode à l'époque, c'était au début des années 80. Je me rappelle, j'étais allé acheter un disque de James Brown, et pour tous ceux autour de moi, c'était James Brown, bro, c'était du disco, du funk, voilà. Ça, je suis le premier dans la bande à être arrivé avec un disque de Prince au début des années 80. Quand on est dans le truc où il n'y a que des gens qui écoutent Iron Maiden ou AC/DC, donc j'ai quand même toujours été ouvert. Et effectivement, le métier m'a permis, alors ça c'est quand même des avantages du métier, il y a beaucoup d'inconvénients, mais il y en a un quand même, avec celui-là, c'est de pouvoir écouter, j'écoute de tout, du classique au rap, hein. Je dirais l'électro, alors sans parler de tous les domaines du rock, la country, le blues, voilà, il n'y a pas de... Je suis ouvert à tout et je suis curieux de tout. Je veux dire, je continue à écouter le maximum de ce qui peut sortir. Voilà. Selon vous, comment le marché du vinyle parvient-il à continuer à exister après la quasi-disparition des autres supports physiques et l'explosion des offres de streaming musical ? Alors déjà, il a été donné pour mort pendant plus de 20 ans. Alors à part pour des gens comme moi ou des passionnés, mais enfin bon, on n'avait pas notre mot à dire, entre guillemets. Donc il a été donné officiellement pour mort. Donc effectivement, il est revenu et il survit, mais il faut voir que sur le marché mondial de la vente de musique, je veux dire, le streaming a dépassé, ça y est, il est à 91-92%, un truc comme ça. Donc, il ne va rester que 8% de support physique, c'est-à-dire CD et vinyle, puisqu'il se vend quand même quelques CD. Donc, ça ne fait pas énorme. C'est pas... Je veux dire, le plus gros vendeur de disques en France, je parle vraiment, qui a vendu des disques, parce que souvent on dit, j'ai vu il y a quelques jours un reportage sur Joule où il parlait le plus gros vendeur de disques, mais ce qu'il faut dire c'est le plus gros vendeur de musique, pas de disques, il vend très peu de supports. Par contre le plus gros vendeur dans le même style, c'est Orelsan, mais Orelsan qui a complètement explosé les chiffres de vente en 2021, puisqu'il a vendu, je crois, c'est dans les 300 000. Donc c'est au moins 3 ou 4 fois plus que ses premiers concurrents, mais c'est rien par rapport à ce que vendait, ne serait-ce qu'en France, un Michel Sardou, un Goldman, un Johnny, un Mylène Farmer dans les années 80, sans parler dans les années 70, c'est rien, c'est pas grand-chose. Et pourtant c'est lui qui a explosé le truc. Donc les ventes physiques sont minimes, quoi. Bon, et si on va plus loin, en tant que moi disquaire indépendant, c'est encore plus minime, parce qu'il faut voir que toutes ces ventes, quasiment, elles se font sur Internet, sur Amazon, pour pas les citer, ou d'autres. Donc nous, en disquaire indépendant, ça nous permet de survivre, mais malheureusement, voilà, c'est pas non plus, c'est pas le Pérou. Quelle différence y a-t-il entre le vinyle et les autres formats en termes de qualité d'écoute ? Alors, déjà, il y a l'autre format, il y a le CD, et après, il y a le format numérique, je veux dire MP3. Donc déjà, avant l'arrivée du numérique du MP3, malgré le fait que le CD ait été vendu à l'époque, c'était un propos commercial en disant le son était meilleur et tout, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, si vous avez avec du bon matos, voire plus le matos est élevé, il n'y a pas photo entre un vinyle et un CD. Mais par contre, c'est pas non plus, il ne faut pas non plus en faire qu'une généralité, parce que si vous tombez sur un vinyle qui a été, c'est un mauvais pressage, forcément, vous allez pouvoir avoir... Et après, dans les CD, pareil, il y a les premiers CD qu'ils ont sortis qui étaient vraiment repiqués carrément sur le vinyle, qui étaient les CD, on peut le dire, de merde. Et après, des remasterisations actuelles, quand l'effort est fait sur la qualité du CD, il y a de bons CD. Mais par contre, avec du bon matos, il n'y a pas photo. Le vinyle, le son du vinyle est meilleur que le son du CD. Et en plus, pour l'oreille humaine, ça a été prouvé scientifiquement. Ils ont fait des tests. C'est-à-dire, vous restez dans une pièce à écouter à un certain niveau pendant toute une journée du CD et du vinyle. Le CD, vous ne pourrez pas. Parce que le son va atteindre va atteindre le cerveau. C'est pas possible. Alors que le vinyle, il est vraiment fait pour l'oreille humaine.
Voilà, donc même scientifiquement, c'est prouvé. C'est vraiment le son du vinyle qui correspond le plus, c'est un son analogique qui correspond le plus à notre... voilà. Le retour en grâce du vinyle a vu de nombreuses rééditions de classiques. La qualité est-elle égale aux pressages originaux ? Elle peut l'être. C'est-à-dire, je peux vous citer des labels comme Monster Melody, label américain, donc là j'ai Lights in the Attic, j'ai retrouvé le nom, Lights in the Attic, en l'occurrence, qui font des vinyles, mais d'une qualité sonore qui est même meilleure que moi j'ai gardé. Je suis fan de Nancy Sinatra, pour donner un exemple. La dernière sortie sur Lights in the Attic, une compile de Nancy Sinatra, donc c'est des morceaux qui ont été enregistrés, donc qui existent à l'époque, le son est encore meilleur. Bon, par contre, ça se paye malheureusement, je veux dire, ça a un prix. Voilà. Monster Melody, c'est un label français qui ne sort que des choses des années 70 françaises, souvent des disques qui ont été enregistrés dans des MJC, des trucs comme ça, donc qui ne sont pas forcément enregistrés dans des studios haut de gamme. Il y a des sons extraordinaires parce que tout est mis dans la qualité du vinyle. Mais par contre, effectivement, sur la plupart des rééditions qui sortent maintenant, souvent les rééditions des majors, c'est-à-dire qu'ils sortent ça au kilomètre, je veux dire là, pour que le vinyle, qui est une source analogique, pour qu'on arrive à avoir 100% de la qualité, il faut que ça parte d'une source analogique. Si la réédition est faite à partir de la source digitale du CD, forcément, vous n'aurez pas... Mais par contre, c'est faux de dire... Toutes les rééditions, moi j'ai des clients qui disent « Ah non, moi je veux pas de réédition parce que le son est mauvais ». C'est pas vrai, une bonne partie. Vous trouvez une réédition dans une grande surface à 15 ou 20 euros, il y a des chances que la réédition elle soit... Mais non, on peut faire à l'heure actuelle des vinyles aussi bons, voire même meilleurs qu'avant. Par contre, c'est des vinyles qui sont très chers, malheureusement. Qu'en est-il de la contrefaçon ? Déjà, historiquement, il y a deux choses différentes. Il y a le pirate, donc bootlegs en anglais, et la contrefaçon. Donc, il y a une chose, donc moi je suis totalement contre la contrefaçon. J'avoue que ça m'est eu arrivé à une époque peut-être d'en avoir pour des trucs qui sont vraiment totalement introuvables. Bon, il y a un gars qui va vous sortir confidentiellement un disque qui vaut des milliers d'euros. Bon, ça permet d'avoir, et qui ne sera jamais réédité, ça permet d'avoir pour un client qui le veut vraiment un disque pas trop cher, voilà, là vraiment cher. Mais autrement, la contrefaçon, il n'est pas question, je veux dire, surtout c'est souvent des choses qu'on retrouve officiellement avec un meilleur son. Par contre, après, il y a le bootleg, dans le pirate, qui sort des bandes live ou studio inédites. Donc ça, c'est autre chose. Voilà. Alors bien sûr, au niveau de la loi, les deux sont interdites. Mais il y a quand même au niveau de l'éthique, moi je suis un fan, je veux dire, je m'adresse à des fans, donc je veux dire, on sait très bien que par exemple le fan des Rolling Stones, je veux dire, c'est une autorité publique, par exemple, qu'un gars comme Philippe Manœuvre, je veux dire, il n'a jamais caché que dans sa collection des Rolling Stones, il avait des centaines et des centaines de pirates des Stones. Je veux dire, n'importe quel groupe connu, je veux dire, a forcément ces disques pirates. Je veux dire, on ne peut pas non plus remplir des stades et avoir des milliers de fans dans le monde et être contre le fait que la personne ne le veuille pas, le fan ne veut pas. Voilà. Donc, différence entre contrefaçon et pirate live au studio. C'est différent ça. Quelle clientèle rencontre-t-on dans une boutique de vinyle en 2022 ? Alors, en 2022, on rencontre une clientèle qui n'est pas du tout la même que quand j'ai commencé. Moi, j'ai commencé donc, par les foires au disque, ce qu'on appelle les conventions du disque, où j'ai fait toute la France. Donc, et quand j'ai ouvert la boutique, que ce soit sur les marchés, sur les foires et ma clientèle boutique, c'était quasiment exclusivement une clientèle de passionnés. C'est-à-dire avant Internet, donc le passionné qui voulait le pressage américain d'un Beatles ou la pochette différente de ça, voilà. J'avais peu à faire à la clientèle lambda, bon, à part sur un marché ou alors de temps en temps. Mais au fur et à mesure, donc, avec l'arrivée d'Internet, tous les plus gros fous de musique, je veux dire, celui qui collectionne les Beatles jusqu'au bout, qui veut un pressage mexicain des Beatles, il va plus venir me voir, il va sur Internet, il va sur un vendeur du Mexique et il veut, voilà. Donc tous ces gens-là, on ne les voit plus, pas que moi, hein, on ne les voit plus que très rarement en boutique. Il se suffit avec Discogs, vous devez connaître un peu les sites, alors maintenant c'est Discogs, il y a eu eBay, ça a commencé avec eBay, bon maintenant c'est surtout Discogs, voilà. Mais par contre, avec le retour du vinyle, moi, ce qui me fait vivre, en fait, maintenant, c'est une clientèle qui ne s'y connaît pas forcément, enfin, qui n'a pas les connaissances d'un fan, mais qui a quand même, au niveau de l'éthique, rechigne un peu à se servir sur Internet, ou alors
certains qui se sont servis sur Internet, mais qui, ne s'y connaissant pas assez, ont soit reçu un disque d'occasion qui était annoncé en bon état et qu'ils ont resté pourru, ou alors se rendent compte qu'ils ont commandé un truc sur n'importe quel site en neuf et qu'il est arrivé un peu machin, ou qu'il n'est pas arrivé, donc ils ont ici, ou alors le conseil. Ce qui est quand même, parce que quelqu'un qui s'y connaît, mais pas suffisamment, c'est-à-dire ils veulent un disque de Pink Floyd, mais bon, on leur a dit qu'il y en avait au moins 3 ou 4 de trucs, bon, ben, ils vont avoir le conseil de... Voilà. Donc la clientèle a vraiment changé. Je ne dis pas que de temps en temps, surtout l'été, quand il y a les étrangers, j'ai pas des gros collectionneurs, mais enfin, il y en a, c'est plus eux qui font voilà, c'est plus eux qui me font vivre, quoi. Voilà. Avez-vous quelques pièces exceptionnelles que recherchent les collectionneurs ? Ben, le problème, oui, j'ai quelques pièces. Par contre, le truc, c'est que maintenant, avec Internet, et ça, alors certains diront que ça, c'est le bien Internet, mais moi, c'est que tout, même si vous l'achetez pas, tout est visible. Tout est visible, donc, et à la vente, même si c'est à des prix, voilà. Donc, c'est plus comme avant, où, quand je me rappelle, quand je faisais les foires aux disques, donc j'ai fait Paris, toutes les plus grandes foires aux disques de France, par exemple, même si j'avais fait à l'étranger, mais en restant en France, je veux dire, quand les portes s'ouvraient, qu'il y avait tous les premiers collectionneurs qui rentraient, je veux dire, il y avait l'affichage de tous les exposants, et le premier truc c'était de voir, je veux dire, moi pendant des années j'attendais ces foires au disque, ne serait-ce que moi en tant que, pour ne serait-ce que voir le collègue qui avait un disque que j'avais jamais vu en vrai, voilà, il fallait voir, après on l'achetait peut-être pas parce que c'était pas il était trop cher, ou ça c'est, alors que maintenant avec Internet, ben, même si je vous dis voilà que ça c'est une des plus belles pièces de 45 tours français, le 13 Floor Elevator, bon, vous allez sur Internet, vous le voyez, et vous allez tomber sur un marché américain ou je sais pas qui l'a quand même à la vente, hein, voilà. Donc oui, alors moi il y a ça, il y a celui-là, il y a ce disque de jazz là qui est, là il y a le Nigari qui est une des plus belles pièces du folk français des années 70 par exemple, hein. Là le premier Juta qui est le premier 25 cm Blue Note qui est le label de jazz historique, donc c'est le premier 25 cm avec un enregistrement de musiciens européens. C'est la première fois que Blue Note sortait voilà, ça c'est vraiment des très belles pièces. En termes de matériel, quels conseils donneriez-vous aux audiophiles débutants qui souhaiteraient passer ou repasser au format vinyle ? Alors déjà, oui, vous employez le mot audiophile dès le départ. Bon, on n'en a pas parlé, mais c'est très important. C'est que la plupart de ceux qui reviennent au vinyle maintenant n'ont pas les moyens. Alors souvent, c'est un jeune qui, déjà, les parents ont abandonné, donc ils n'ont même pas d'ampli d'enceinte, donc ils n'ont rien. Donc moi par exemple là j'ai 2 platines à vendre, mais j'ai du mal à les vendre parce que les gens, il y en a plein qui me l'ont demandé, mais en fait eux ce qu'ils voudraient c'est qui est tout à vendre, parce qu'on leur dit il y a une platine, mais si vous n'avez pas l'ampli des enceintes vous n'entendrez rien, hein, voilà. Donc ils achètent souvent ce qu'on fait maintenant à la mode, les petits lecteurs électrophones qui sont pourris. Donc comme je leur dis, ça sert à rien que vous mettiez 40 € dans un vinyle pour l'écouter là-dessus, et en plus vous allez l'abîmer parce que c'est même pas un diamant. Et voilà. Donc malheureusement, la plupart de ceux qui écoutent à l'heure actuelle ont ce genre d'appareil. Donc moi déjà, ce que je conseille, c'est que le minimum, il faut quand même avoir une platine, un ampli et des enceintes. C'est-à-dire, voilà. Même si c'est une Audio Technica qui est une platine à l'entrée de gamme à 200 €, mais au moins déjà vous avez une platine, une vraie platine. Après, suivant le budget, au niveau platine, parce que c'est, moi, je veux dire, ampli et enceinte, c'est pas que je m'y connais pas, mais j'aurais plus de mal à donner vraiment des conseils sur ce qu'il y a maintenant. Mais au niveau platine, le mieux, c'est de commencer, d'avoir un budget autour de, alors, pour être large, c'est entre 400 et 600 €, voilà, bon. C'est-à-dire, vous avez la Project, qui est très bien, je veux dire, à ce prix-là, il y a la Rega, la Torrens, voilà, c'est les platines. Là, déjà, vous avez une vraie platine où vous allez pouvoir changer la tête de lecture ou le diamant, c'est-à-dire pour monter en gamme, rien qu'en gardant cette platine. Voilà, c'est déjà un bon début. Après, c'est le budget aussi, hein, je veux dire, parce que le prix d'une platine, vous allez trouver une bonne platine à 500 €. Bon, un ampli, effectivement, dans ces eaux-là, vous aurez déjà quelque chose de pas mal, mais qui ne sera pas audiophile, mais qui c'est pas mal. Mais des enceintes à 500 €, vous n'en aurez pas non plus. Donc il va falloir mettre plus cher. Donc ça fait déjà un budget qui est assez énorme, quoi.